Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h20 et notre invité, c'est Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis de 2019 à 2023, autrement dit l'homme qui connaît à la fois Trump et Biden, ancien Sherpa, conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Vous avez été aussi en Russie, en Europe de l'Est et vous êtes aujourd'hui président du GIP Mission Libération, c'est-à-dire que c'est à vous qu'on va devoir toutes les commémorations de la libération, du débarquement évidemment en Normandie, en Provence, à la libération définitive de notre territoire le 8 mai. Bonjour Philippe Etienne. Merci de votre invitation. Quand vous dites à moi, il y a une équipe. Une équipe. Oui, bien sûr. En 15 tout cas, personnes qui travaillent à fond là-dessus. Ça fait beaucoup de sujets quand même sur lesquels on va vous interroger. On va commencer par les tensions géopolitiques. Bien évidemment, la situation internationale où ça craque de partout. Et cette hypothèque, cette élection américaine qui pourrait voir le retour de Donald Trump. Vous avez fréquenté les deux, Donald Trump et Joe Biden. Est-ce que c'est un problème si Donald Trump l'emporte ? D'abord, c'est un choix des Américains. Moi, j'ai coutume de dire que, quel que soit le résultat de cette élection dans cette grande démocratie qu'est les États-Unis, et même si, bien sûr, ça nous concerne, nous les Européens, compte tenu de l'alliance atlantique et de l'importance des États-Unis pour nous. Et des déclarations de Donald Trump sur l'OTAN. Il faut quand même, absolument, il faut que les Européens soient capables de prendre les décisions qui les concernent, quelle que soit l'évolution de leur grand allié. Oui, mais vous dites une grande démocratie, mais on a l'impression que c'est presque sur ce sujet-là, justement, qu'il y a de plus en plus de risques aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours cette grande démocratie ? Alors, nos démocraties font face à des défis. Les États-Unis, on le voit, j'étais à Washington le 6 janvier 2021 lors de l'insurrection qui a amené quand même à attaquer le Capitole, à entrer dans ce temple de la démocratie américaine. Donc vous avez raison, oui, mais il y a aussi des défis communs à toutes nos démocraties. Par exemple, le défi de l'information, le défi de la guerre informationnelle, mais aussi de l'éducation à l'information dans un monde dominé par les réseaux sociaux. Alors, pour ce qui est des États-Unis, en effet, ça sera un thème de la campagne électorale. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le président Biden, dans son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès, il y a quelques jours, a commencé ce discours par le défi pour la démocratie. C'est une façon, évidemment, pour lui de rappeler cet enjeu de son point de vue et d'attaquer son challenger et prédécesseur, Donald Trump. Alors, l'enjeu pour les Européens, bien évidemment, c'est l'attitude du futur président américain par rapport notamment à l'Europe, par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport à l'OTAN. On a entendu les déclarations de Donald Trump qui menacent les Européens de plier les voiles s'ils ne financent pas l'OTAN au niveau qu'ils souhaitent. Est-ce qu'il y a un risque des engagements américains ? Est-ce que, au-delà des effets de tribune, est-ce qu'il y a un vrai risque des engagements américains ? Alors le risque actuel, c'est un désengagement américain par rapport au soutien à l'Ukraine, puisqu'il y a toujours Bien sûr. Et ça nous concerne directement, puisqu'il y a toujours ce paquet de 60 milliards de dollars de soutien à l'Ukraine qui est bloqué au Congrès. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais à plus long terme, après l'élection, et notamment si Donald Trump revient à la Maison-Blanche, effectivement, il a déjà fait des déclarations dans le sens de ce que vous indiquez et de ce qu'il avait déjà fait ou dit quand il était président. Vous vous souvenez qu'il avait été très véhément par rapport aux pays qui ne dépensent pas assez pour leur défense et qui se reposent sur les Américains. En réalité, les choses ont beaucoup changé. Depuis les déclarations en question de l'ancien président Donald Trump, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé le 24 février 2022, c'est cette invasion, cette agression russe contre l'Ukraine, qui a accéléré un mouvement qui avait déjà lieu d'augmentation des budgets de la défense des pays de l'OTAN. D'ailleurs, la France n'avait pas attendu, puisqu'on aura doublé, à travers 2 lois de programmation militaire, notre propre budget de la défense. Donc, en fait, beaucoup de pays européens atteignent ces fameux 2%. Le vrai sujet, si Donald Trump devait revenir à la Maison-Blanche, c'est effectivement, est-ce qu'il poursuivrait malgré tout cette politique ? Il a l'air de dire qu'il est moins attaché au traité atlantique, notamment ce fameux article 5 qui garantit le soutien de chaque allié aux autres alliés en cas d'agression. C'est ça, évidemment,
un enjeu important. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, il y a une dizaine de jours, a secoué les opinions publiques européennes en parlant de troupes au sol en Ukraine. Il y a eu un tollé, notamment avec l'Allemagne, qui n'est pas d'accord. Des pays plutôt du côté de l'Est qui sont plus d'accord avec Emmanuel Macron. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui, justement, face à ce risque de désengagement américain, de secouer les opinions publiques ? Alors d'ailleurs, secouer les opinions publiques, c'est, je ne sais pas, mais en tout cas, faire un constat de l'aggravation de l'attitude de la Russie. Et aussi, d'ailleurs, rappeler, je rejoins le point précédent, à nos alliés américains, l'importance de continuer à soutenir l'Ukraine. Je ne dis pas que c'est la raison de la déclaration de notre président, mais souvent, je viens des États-Unis, souvent les républicains qui sont opposés à la continuation du soutien américain à l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « les Européens n'en font pas assez ». Donc de toute manière, c'est utile que les Européens, aussi de ce point de vue-là, que les Européens montrent qu'ils prennent pleinement en compte le soutien qu'ils doivent à la défense de l'Ukraine, à la défense par les Ukrainiens de leur pays. C'est positif vis-à-vis des Américains. En fait. Oui, mais enfin bon, ça c'est un aspect. Après, il y a le fait qu'on voit un renforcement de l'agressivité des attaques russes, y compris d'ailleurs de leur agressivité par le biais de la guerre informationnelle vis-à-vis ou sur d'autres continents vis-à-vis de nos pays. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de fragmentation en Europe ? On voit l'Allemagne effectivement qui n'est pas du tout d'accord avec ce positionnement d'Emmanuel Macron. On sait aussi que ce qui a été reproché au président, c'est que étant chef d'un État qui dispose de la puissance nucléaire, en général, on ne dévoile pas ses cartes. On sait que de manière ultime, il y a la possibilité de frapper l'ennemi avec une bombe atomique. Est-ce qu'il n'a pas un peu dévoyé cette dissuasion ? Je pense que c'est un peu le contraire. En disant que rien n'est exclu, il a justement maintenu cette ambiguïté. Oui, mais il a rajouté, y compris l'envoi de troupes au sol, ce qu'on ne lui demandait pas. Si, on lui demandait justement. Il a répondu à une question parce que le Premier ministre slovaque avait déjà dit qu'un papier avait été soumis à la Réunion mentionnant l'hypothèse de l'envoi de troupes. Donc il a répondu à cette question en disant « rien n'est exclu », ce qui est précisément une façon de maintenir cette ambiguïté, parce que si vous fixez des limites à ce que vous allez faire, celui qui a envahi, il faut quand même rappeler l'élément de base, c'est que ce qu'a fait la Russie en envahissant l'Ukraine, c'est une violation complète de tous les principes de la sécurité internationale par un membre permanent du Conseil de sécurité. Et nous, ce qu'on fait, c'est, dans la Charte des Nations Unies, on aide un pays à se défendre quand il a été agressé. Donc c'est ça la base. Est-ce que l'étape d'après, c'est la Moldavie, avec la question de la Transnistrie et cette minorité russe qui a demandé le soutien de la Russie, la protection ? Est-ce que là, il y a un nouveau théâtre potentiel où ça peut être explosif ? Alors, je réponds sur la Moldavie, mais tout à l'heure, la question, c'était aussi le risque de diviser les Européens. Il y a quand même, notamment lors de cette fameuse conférence à Paris qui a eu lieu il y a une semaine, on a quand même progressé, ne serait-ce que sur le plan de l'augmentation de l'aide en munitions. C'est ce qui manque le plus aux Ukrainiens. Il y avait une initiative très intéressante de la République tchèque. Tout le monde, y compris la France, soutient cette... Donc il y a quand même beaucoup de choses où l'Europe se renforce. On crée un nouveau programme pour développer nos capacités. Oui, la Moldavie est un pays vulnérable. Ça fait partie d'ailleurs des dossiers sur lesquels les Européens se mobilisent ensemble. Et en effet, le devoir, c'est de rappeler qu'il y a l'Ukraine qui est la priorité, où les gens courageusement défendent leur liberté, mais il y a aussi d'autres pays qui se sentent menacés par cette agressivité russe. Est-ce que nous, on a quand même s'est engagé vis-à-vis de la Moldavie de les défendre, notamment en cas d'invasion russe Je crois qu'on a signé un accord de coopération en matière de défense qui prévoit l'ouverture d'une mission française à Chisinau, dans la capitale de la Moldavie. On s'inscrit dans cette dynamique avec un instrument assez classique qui suit un certain nombre de visites de la présidente élue démocratiquement de Moldavie, Maia Sandu, qui s'inscrit dans la suite de l'accueil à Chisinau de la CPE, de la communauté politique européenne. Vous voyez, il y a toute une série de signaux où la France, l'Allemagne, la Roumanie ont pris en charge ce soutien à la Moldavie, qui est en effet un pays très vulnérable dans la région. Un mot quand même de votre mission ? Oui.
actuelle, c'est-à-dire les commémorations de l'anniversaire de la fin de la guerre, des débarquements et de la libération du pays, ça va se passer comment ? Parce que c'est au milieu des JO. Ça va commencer évidemment en juin, débarquement en Normandie, puis en Provence le 15 août, jusqu'au 8 mai. Les dates se chevauchent. Ah ben ça, c'est l'histoire. On ne va pas changer le 6 juin, ni le 15 août, ni le débarquement de Provence. Mais cette question n'est pas sans rapport avec ce qui précède, parce que quand même le contexte, c'est que le retour de la guerre de haute intensité en Europe. Et puis un autre élément de contexte que j'aime rappeler, c'est la dernière fois pour un anniversaire en 10 que nous verrons des vétérans, des anciens combattants comme ceux que je décorais de la Légion d'honneur aux États-Unis quand j'étais ambassadeur. C'est très important pour transmettre la mémoire à nos jeunes, de profiter encore au maximum de ces personnes, de ces héros qui sont d'une incroyable courage, mais aussi d'une incroyable humilité. Donc voilà, on organise ces commémorations dans cet esprit. Et c'est effectivement pas facile d'avoir tous ces événements qui se chevauchent, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, mais ça va être magnifique. Merci beaucoup Philippe Etienne d'avoir été avec nous, ancien ambassadeur de France.